Centrafrique à présent. Si François Hollande poursuit sa visite au Brésil, le chef de l'État se tient régulièrement informé de la situation dans le pays où quelques 1600 soldats français sont engagés. Lors de l'intervention devant la communauté française de Sao Paulo, il a lancé l'idée d'un fonds européen permanent pour financer des interventions d'urgence comme celle qu'il a engagée en Centrafrique, alors que la France est seule côté occidental à avoir envoyé des soldats sur place. À Sao Paulo, Anne-Laure Danier. François Hollande a une idée pour couper court aux critiques sur l'isolement de la France et le coût de l'opération. La semaine prochaine, lors du sommet européen, il va demander à ses partenaires de créer un fonds permanent pour financer les interventions d'urgence comme celle qu'il mène en Centrafrique. Le chef de l'État se rend bien compte que cette intervention a de plus en plus de mal à passer auprès de l'opinion publique, mais il tient bon. Oui, la France devait y aller, sinon elle laissait libre cours au massacre et au terrorisme. Et pour ne pas avoir l'air d'aller quémander de l'argent au Conseil européen, eh bien le président a assuré ses arrières. Les Polonais et les Belges sont déjà quasiment convaincus de l'intérêt de ce fonds de soutien permanent et l'Allemagne y réfléchit. Il ne s'agit pas de demander à être payés, nous ne sommes pas les gendarmes ou les mercenaires de l'Europe. Voilà l'idée. Et sur l'étiquette de chef de guerre qui lui colle à la peau depuis qu'il a lancé 2 interventions en moins de 2 ans au Mali et en Centrafrique, François Hollande se défend. Je ne suis pas venu aux responsabilités pour faire la guerre, ce sont les éléments qui commandent. La Centrafrique où se trouve le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, arrivé ce matin à Bangui. Il a estimé que la spirale de l'affrontement s'est brutalement aggravée, entraînant un risque de crise humanitaire. Il doit s'entretenir avec les principales autorités religieuses du pays, en proie aux violences interconfessionnelles entre chrétiens et musulmans, des violences qui ont fait des dizaines de milliers de déplacés qui s'entassent dans des camps de fortune. Les ONG redoutent, tout comme le ministre français, une crise humanitaire majeure et en appellent à l'ONU pour obtenir des moyens supplémentaires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 mettent officiellement fin à leur conflit. Plus d'un mois après la défaite militaire de la rébellion, ils ont signé à Nairobi un accord de paix. La situation sur le terrain demeure toutefois fragile, ne serait-ce que par cet accord conclu hier, ne tient pas compte du statut d'autres groupes armés opérant en RDC. La Corée du Nord, maintenant, qui inquiète la Corée du Sud et les États-Unis. Pyongyang annonce ce matin l'exécution de l'oncle du dirigeant Kim Jong-un. Jang Song-taek a été reconnu coupable de trahison et de complot contre l'État. Il avait été arrêté la semaine dernière en pleine réunion politique, alors qu'il était jusque-là considéré comme le numéro 2 du régime et mentor de son neveu depuis que ce dernier a succédé à son père à la tête du pays fin 2011. Il était aussi celui qui faisait le lien avec la Chine. À Pékin, Philippe Reltien. C'est l'homme de Pékin qui vient d'être exécuté pour trahison par la Corée du Nord. Pour des raisons encore obscures, Yang Song-tak a été limogé lundi et emmené sous les objectifs des caméras devant un tribunal militaire spécial pour être jugé et exécuté jeudi. Parmi les accusations de corruption, il y en a une qui concerne le prix de vente préférentiel du minerai de fer exporté en Chine. La Chine jouant le rôle de pompiste pour la Corée du Nord en lui livrant 450 000 tonnes de pétrole raffiné. Âgé de 67 ans, il était l'oncle du jeune président de 30 ans, Kim Jong-un, et son principal conseiller pour les réformes économiques. La Chine comptait sur lui pour amadouer les velléités nucléaires de l'état-major nord-coréen en tant que vice-président de la Commission de défense nationale. M. Jiang, connu pour être un grand joueur de casino, est souvent venu en Chine 2 fois dans le train personnel de Kim Jong-il, le père de celui qui vient de le faire exécuter, et l'année dernière pour négocier une parade à l'isolement et aux sanctions internationales sous la forme de 14 zones économiques spéciales à développer avec des capitaux chinois. Philippe Reltien à Pékin. Incertitude autour des négociations sur le nucléaire iranien. On apprend ce matin que l'équipe d'experts iraniens a interrompu hier soir ses négociations avec le groupe des 5+1 qui avait commencé lundi à Vienne. Ils vont rentrer à Téhéran pour des consultations. Aucune précision sur les raisons de cette décision qui intervient alors que Washington vient de décider de nouvelles sanctions contre Téhéran pour montrer au faux compte du Congrès que l'administration Obama reste vigilante. Changement de ton entre l'Ukraine et l'Union européenne. Alors que les opposants au président Yanukovych sont toujours mobilisés, le vice-premier ministre ukrainien annonce que son pays signera bientôt un accord d'association et de libre-échange avec les 28. Une annonce faite lors d'une rencontre hier à Bruxelles avec le commissaire à l'élargissement. Reste à savoir quand cet accord sera signé. Aucune indication pour l'instant, seule certitude, il prendra en compte les intérêts stratégiques de l'Ukraine. C'est une promesse du vice-premier ministre. À Bruxelles, Pierre Benazé.
Sergueï Arbouzov a été très net. Pour lui, l'Ukraine va signer les accords d'association et de libre-échange avec l'Union européenne. De la part du vice-premier ministre ukrainien, c'est un engagement formel, mais les certitudes s'arrêtent là puisque, à part le mot « bientôt », qui ne l'engage en rien, il s'est refusé à donner une date pour cette signature. À l'occasion de sa visite à Bruxelles, l'Union européenne s'est de son côté engagée à donner une feuille de route pour la mise en œuvre de ces accords, une façon de donner aux Ukrainiens des idées tangibles sur les avantages qui résulteraient de leur signature. Les Européens se sont par ailleurs fait fort d'œuvrer en faveur d'une reprise de la collaboration du Fonds monétaire international avec l'Ukraine et donc d'une éventuelle reprise des aides du FMI interrompue en 2011. Pour le gouvernement ukrainien, cette rencontre peut être utilisée pour montrer aux manifestants pro-européens que les discussions ont repris avec l'UE, même si leur substance n'est pas fondamentalement neuve. Pour les Européens, il s'agit surtout de renouveler leur engagement à soutenir l'Ukraine, car les moyens mis en avant n'ont pas changé. Il s'agit toujours des deux mêmes accords commerciaux. moins 2 degrés La volonté Celsius. est ici de contrer la menace de contre-coup économique brandie par la Russie, en démontrant au gouvernement ukrainien que la signature des accords serait bénéfique. Et Moscou annonce ce matin que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, rencontrera lundi à Bruxelles la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Catherine Ashton. La situation en Ukraine sera notamment au menu de leur discussion. La météo pour terminer, avec encore des brouillards givrants sur une grande moitié nord du pays ce matin. Cet après-midi, le soleil sera encore bien présent, mais une perturbation arrive par l'ouest et la pluie sera au programme du Poitou-Charentes à la basse Normandie. Les températures maximales, 3 à 12 degrés sur la moitié nord, 8 à 15 au sud, 15 le maximum, ce sera pour la Corse. 9h10, c'est l'heure de retrouver Denisa Kershova sur France Musique. Bonjour Denisa. Bonjour Marie-Hélène Duvigneau. Je veux une très belle Harley Davidson garée en bas, c'est à vous? Oui, c'est la mienne. Non, ce n'est pas la moi. Un très beau. Gris toute la journée, seul le relief dizaines d'hectares. Alors là, on va arriver sur le chemin des Dames. On va passer par la porte d'entrée occidentale, c'est Lafaux, le moulin de Lafaux. Alors Lafaux a été, comme tout le chemin des Dames, au cœur des combats de 14 à 18. Il faut savoir que la guerre, on pense toujours au chemin des Dames avec l'offensive Nivelle d'avril 1917. On a des combats très importants avec les Britanniques et les Français le 12-14 septembre pour reprendre pied sur le chemin des Dames. On pensait encore pouvoir dépasser ce plateau, mais on n'y arrivera jamais. Et donc la guerre s'arrête véritablement sur cette forteresse naturelle, une forteresse qui avait déjà été témoin de grandes batailles, notamment une bataille avec Jules César en moins 54 avant Jésus-Christ, et une très grande bataille aussi le 7 mars 1814 de Napoléon contre le prince Blücher dans la campagne de 1814. Donc vraiment une forteresse naturelle qui sera très discutée pendant toute la guerre. Voilà, là on va passer devant Lafaux. Lafaux, il y a un grand projet pour le centenaire parce qu'ici, vous avez le village de Lafaux reconstruit, ici sur votre droite. Il n'a pas été reconstruit à l'endroit identique où il était. Ça fait partie des villages disparus qui ont été aussi reconstruits à d'autres endroits. Il y en a 5 ou 6 comme ça. Le plus célèbre au chemin des Dames, c'est bien sûr Craonne. Vous avez ici donc vous voyez le monument des Crapouillots ici. Cette espèce d'ogive, c'est l'ogive du mortier de tranchées français utilisé pendant la guerre. Ici, il y aura un jardin de mémoire qui va être inauguré parce que la RN2 est tout à fait récente et on a déplacé ici tout un nombre de monuments qui étaient le long de la route et qui ont été replacés ici. Et donc l'État a pris en charge un jardin de mémoire qui va être inauguré en juin 2014 autour du monument des Crapouillots. Donc le monument du Moulin de Lafaux, un site important. Vous avez sur la droite, par exemple, ici aussi un monument important, c'est celui des fusiliers marins. Ils sont intervenus ici en 1918 pour la reprise du chemin des Dames, en septembre-octobre 1918. Alors, le chemin des Dames a vraiment aussi une mémoire très particulière. La mémoire qui a été plus ou moins effacée, aussi à cause d'un phénomène très important qui a marqué le chemin des Dames, c'est les mutineries consécutives à l'offensive d'avril 17, l'offensive Nivelle. Ces mutineries, donc ces refus collectifs de remonter aux tranchées, n'ont pas eu lieu sur le front directement, mais dans l'arrière-front du chemin des Dames. Mais ici, on a vraiment une mémoire très très particulière, une mémoire aussi individuelle, familiale, qui a essayé de suppléer l'absence de la mémoire officielle étatique. On a un très grand nombre de petits monuments au bord de la route, faits par les familles, faits par des
L'écotaxe reviendra si un constat